Bonsoir, bienvenue sur le plateau de Ce soir ou jamais, où l'on va parler encore une fois de la famille. Tout le monde parle de la famille, réduction des prestations familiales, manif pour tous, GPA, PMA. Il y a même en ce moment même en Allemagne un débat sur la dépénalisation de l'inceste. Alors pour débattre de tous ces sujets, nous avons invité ce soir Erwan Binet. Vous êtes député socialiste de l'Isère. C'est vous qui avez été le rapporteur de la loi sur le mariage pour tous à l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, vous défendez le plan d'économie dans la branche famille présenté par le gouvernement, car il garantit, dites-vous, l'avenir de notre modèle social et engage une modernisation sans précédent. Je précise que vous êtes vous-même père de 5 enfants. Émilie Turkheim, vous êtes écrivain, vous êtes l'auteur de 7 romans. Le dernier, La disparition du nombril, vient de sortir. C'est le journal de votre grossesse, du premier test jusqu'à la naissance de votre enfant. Et votre précédent roman vient de paraître en poche. Héloïse et Chauve raconte l'histoire d'une femme amoureuse depuis toujours d'un homme de 40 ans, son aîné. Ruven Augien, vous êtes philosophe et c'est en philosophe, en argumentant donc, que vous avez défendu dans vos livres et vos articles le mariage homo, les mères porteuses, l'homoparentalité, l'inceste entre adultes consentants, les jeux d'argent, le droit de porter le voile, de se prostituer, de se droguer, de siffler la Marseillaise, de blasphémer ou de faire du porno. Vous venez de publier Philosopher ou faire l'amour, un point de vue critique sur l'amour tel qu'on a l'habitude d'en faire l'éloge aujourd'hui, à des fins moralisatrices d'après vous. François-Xavier Bellamy, agrégé de philosophie, enseignant, maire adjoint de Versailles, chargé de l'enseignement et de l'emploi. Vous avez été très présent dans la manif pour tous. Vous serez dimanche à la manifestation pour l'abrogation du mariage homo, contre la GPA et la PMA pour les couples homosexuels. Et vous venez de publier Les Déshérités ou l'urgence de transmettre. Une rupture inédite s'est produite, d'après vous. Nous souhaitons toujours éduquer, mais nous avons renoncé à transmettre. Claude Habib, vous êtes écrivain, professeur de littérature à l'université Paris 3. Vous êtes l'auteur du Consentement amoureux et de Galanterie française. Votre dernier livre, Le goût de la vie commune, est un éloge du conjugalisme. Sylviane Agacinski, vous êtes philosophe, vous êtes l'auteur de nombreux livres sur les différences entre les sexes et sur la place des femmes dans la société. Dans La plus belle histoire de la femme qui ressort en poche, vous réaffirmez notamment qu'en tant que parents, hommes et femmes ne sont pas interchangeables. Vous êtes également très opposé aux mères porteuses, vous l'avez expliqué dans votre livre Corps en miettes, et vous militez contre au sein du collectif Le respect de la personne. Alors commençons par la décision du gouvernement de faire des économies sur la branche famille pour réduire le déficit de la sécurité sociale. La plus claire, la plus ferme qui soit, que ce gouvernement aime les familles. La famille à la diète, le gouvernement a décidé de mettre à contribution la branche famille de la sécurité sociale pour combler une partie du déficit de la sécu plus important que prévu. D'abord, les allocations seront rabotées. L'âge de majoration passera de 14 à 16 ans. Versée aujourd'hui pour chaque enfant à naître, la prime de naissance est divisée par 3 pour le deuxième enfant. Elle passe de 923 € à 308. Ce gouvernement socialiste fait des attaques en permanence sur les familles. Et avoir un deuxième enfant, c'est un avenir pour la France. Et c'est un coût aussi pour les familles. Il faut aider les familles. C'est pas que les gens font des enfants pour les allocations. Mais globalement, quand vous étranglez les familles, eh bien oui, certaines ne peuvent plus se permettre d'avoir l'enfant supplémentaire qu'elles voudraient avoir. Une nouvelle réforme du congé parental. Déjà réduit il y a un an à 6 mois pour chacun des parents pour un premier enfant, il pourrait être à nouveau modifié. À partir du deuxième enfant, ce ne serait plus 2 ans et demi pour le premier parent, le plus souvent la mère, mais 18 mois chacun. Officiellement, il s'agit encore d'encourager l'égalité homme-femme. Et je vous dis, regardez ce qui se passe dans les pays autour de nous. Tous les pays autour de nous, Portugal, Suède, Allemagne, ont tous prévu un partage entre les parents. Je crois que c'est juste la modernité. C'est une démarche hypocrite. En fait, on présente ça comme un équilibrage homme-femme, en sachant très bien que les hommes ne le prendront pas. Tout ça pour faire des économies. Au vu de la rémunération du congé parental, on sait bien qu'une majorité d'hommes ne le prendront pas, au vu de la perte de salaire que ça programmerait sur leur vie de couple. Sachant qu'il faut aussi que ça s'accompagne d'un véritable service public de la petite enfance, parce qu'aujourd'hui, le nombre de places en crèche est insuffisant pour combler le manque. C'est profondément injuste de s'attaquer aux familles. Et c'est encore une fois l'inverse de ce qu'il faudrait faire. C'est un matraquage sans précédent de la famille. On s'attaque à une politique
qui marche, qui fonctionne. On comprend très bien que la situation économique est difficile, mais est-ce que c'est vers les familles qu'il faut aller chercher de l'argent alors qu'elles le réinjectent très vite dans l'économie? Alors Erwan Binet, est-ce que le gouvernement s'attaque aux familles? Je récuse les mots un peu violents, on étranglerait les familles. D'abord parce que les économies demandées à la branche famille de la sécurité sociale représentent 700 millions d'euros au total. C'est 1,5% de l'ensemble des dépenses de la branche famille. Donc c'est très peu. Je récuse l'idée aussi qu'on ne doive rien changer sur la famille. Parce que d'un certain point de vue, quand on y regarde de plus près, de certaines prestations, il y a des grandes inégalités. Je donne juste un exemple. Sur les prestations qui concernent les nounous à domicile, par exemple, ou les personnes qui gardent nos enfants à domicile. 120 millions d'euros sont consacrés aux 10% des familles les plus pauvres. Plus d'1 milliard d'euros est consacré sur cette seule prestation aux 10% des familles les plus riches. Il y a vraiment, dans notre modèle, des inégalités auxquelles nous ne répondons pas forcément aujourd'hui, mais qui nécessitent en tout cas de se poser la question sur la réforme permanente de notre politique familiale, et en tout cas des prestations et de la branche famille de la sécurité sociale. Et je crois que c'est une erreur que de ne pas réfléchir en permanence sur la réforme de ce système, de vitrifier la politique familiale et les prestations. C'est ce qu'a fait la précédente majorité. En 2002, elle a hérité d'une branche familiale équilibre et elle l'a laissée en 2012 avec un déficit de 3 milliards d'euros. Ne rien changer, c'est la chronique d'une mort annoncée pour la politique familiale dans notre pays. Alors Thierry Vidor est venu nous rejoindre. Vous êtes directeur général de l'association Famille de France, qui est en première ligne pour dénoncer les mesures gouvernementales. Pour vous, c'est carrément la politique familiale qui est sacrifiée. Tout à fait. J'avoue, Monsieur Binet, je vous entends et je trouve que votre propos est malhonnête. Pourquoi? Parce que la famille n'a jamais été autant attaquée que depuis quelques années. Ça n'a pas commencé sous les gouvernements socialistes, ça fait maintenant 10 ans. Mais depuis 3 ans, c'est un sacrifice qui s'amplifie. Et aujourd'hui, dire que les familles sont asphyxiées, c'est faux. Vous êtes en train d'asphyxier les familles les plus modestes. Vous êtes en train de toucher à tous les fragiles, les enfants, les familles les plus fragiles, les seniors, les retraités qui ont eu au moins 3 enfants. Et aujourd'hui, on voit, c'est-à-dire tout ce qui remonte du terrain, assez dramatique. C'est-à-dire des gens qui sont, des familles, Monsieur Binet, qui sont en train de revenir chez leurs parents aujourd'hui. Voilà ce que c'est que la politique familiale que vous défendez, que vous aimez. Je ne suis pas d'accord du tout. Les familles aujourd'hui sont révulsées. Et vous attaquez vraiment, comme je le disais, les familles les plus pauvres. Donc ça, c'est quelque chose, et je pourrais vous le montrer. La branche famille, comme vous le dites, la branche famille n'est pas en déficit. Elle est ponctionnée par la branche retraite. Donc je pense qu'une vraie réforme, Monsieur Binet, c'est une politique familiale ambitieuse. C'est la seule chose qui marche depuis 45 ans dans notre pays. C'est la seule chose. Et c'est la seule espérance qu'on peut avoir dans l'avenir, c'est notre natalité. Oui, Ménogien. Oui, là, il y a différents problèmes techniques, d'ajustement budgétaire, etc. Mais je pense qu'il est important de revenir aussi aux bases philosophiques de la politique familiale. Or, celle-ci était construite à l'origine comme une politique qui n'a rien à voir avec la justice sociale. C'est une des raisons pour lesquelles les allocations familiales étaient universelles. D'un même montant, quel que soit le revenu des familles. La justice sociale est une chose, la politique familiale en est une autre, et ce n'est pas au niveau de la politique familiale qu'on doit compenser les injustices sociales. Telle était la philosophie générale depuis donc longtemps. Pourquoi? Parce que en réalité, ce qui orientait ceux qui dirigeaient cette politique familiale, c'était une politique de natalité, que la France soit une puissance démographique, et aussi, là je me permets peut-être d'aller un peu plus loin que ce que les textes disent, de favoriser ou de promouvoir un certain modèle de famille hétérosexuelle et plutôt une famille naturelle, donc tout ce qui informe, par exemple, l'interdiction pour les couples lesbiens d'avoir accès à la procréation médicale assistée. Or, ces deux principes, la natalité d'une part et la promotion d'un certain style de famille, je crois que ce sont des principes qu'on peut contester. Et je crois aussi que ce sont des principes qui ne sont plus approuvés par la majorité des citoyens. Donc je pense que la refonte de la politique familiale dans le sens de la justice sociale, c'est-à-dire la fin de cette séparation entre justice sociale d'un côté et politique familiale de l'autre,
elle est quelque chose qui serait bienvenu de mon point de vue au moins. François-Xavier Bellamy? Moi, je crois qu'il y a quand même une dimension de justice fondamentale et je voudrais peut-être parler d'abord pour les familles, bien sûr, mais vous l'avez fait, Monsieur Widor. Je voudrais aussi parler peut-être un tout petit peu, si c'est possible, au nom des générations qui viennent. Je crois qu'il y a aussi une exigence de justice de ce point de vue-là. Les générations qui viennent, celles qui sont aujourd'hui en train de se former pour porter la France de demain, elles vont hériter de défis qui seront très lourds. Je pense à la question de la dette, la question des dérèglements écologiques, la question... Bref, on peut dire que les générations passées, sans vouloir faire de moralisation évidemment, mais elles laisseront un héritage assez difficile à porter à celles qui suivront. Aujourd'hui, on a un seul fondement qui tient, parce que la question de la dette, clairement, c'est quand même le report des inconséquences du passé sur les générations qui viennent. Quelle est la politique qui fonctionne encore dans notre pays? Et l'une des dernières qui nous donne un avantage non pas au sens de la concurrence, mais malgré tout qui nous donne une raison de croire en l'avenir par rapport à d'autres pays européens, par exemple l'Allemagne, c'est précisément la question de la natalité. Et aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on est en train de casser la dernière chose qui fonctionnait et qu'on est en train de priver les générations qui viennent de ce sur quoi pouvait reposer le rebond de notre pays pour l'avenir. Et là, je crois qu'il y a un profond sentiment d'injustice, pas seulement pour les familles d'aujourd'hui, pas seulement pour les retraités d'aujourd'hui qui souffrent beaucoup, mais aussi de la part des jeunes qui, même s'ils n'en sont pas tous conscients, vont devoir hériter demain de cette démolition qui, je crois, n'était pas nécessaire de la politique familiale, dont pourtant tout le monde s'accorde à penser qu'elle fonctionne encore dans notre pays. Oui, je vous en prie. Oui, il n'y a pas de lien direct, ou avéré entre la politique familiale, l'argent qu'on injecte et la démographie, la natalité. Aux Pays-Bas, il n'y a pas une politique familiale aussi généreuse qu'ici, pourtant la natalité se développe très bien, aussi bien qu'en France. En revanche, en Allemagne, ils ont une politique familiale, mais la démographie, elle n'est pas aussi florissante qu'en France. Donc il faut aussi se garder de mettre un lien automatique entre l'argent qu'on investit dans la politique familiale et la démographie. Mais aussi, on peut contester d'un point de vue philosophique qu'une nation doit avoir comme objectif, comme la Roumanie de Ceausescu par exemple, de favoriser la natalité. Claude Habib? Oui, je suis un petit peu étonnée de ce que vous dites, Ruben, parce que oui, je pense que en gros, les Français sont contents d'avoir une natalité qui, d'ailleurs, n'est pas une natalité extrêmement florissante. C'est juste un équilibre, et on est très content d'être à l'équilibre. Donc vous dites, ça ne plaît pas, et vous dites historiquement, ça favorisait la natalité et un certain type de famille naturelle contre la famille homosexuelle. Non, pas que contre la famille homosexuelle. Ça paraît absurde, il n'y avait pas de famille homosexuelle à l'époque. Non, j'ai donné un exemple aujourd'hui pour expliquer ce qu'était une famille qui n'était pas une famille au sens traditionnel et naturel. Il ne faut pas s'accrocher ça. D'accord. Non, c'était la jeunesse. Oui, c'était juste une illustration contemporaine. D'accord. Alors, sur le fond, moi j'étais très étonnée d'être d'accord avec Roselyne Bachelot, ça m'arrive jamais, donc c'était une stupeur, là, en entendant ce qu'elle disait, dénoncer l'hypocrisie de cette mesure. Moi je suis d'accord. Là, c'est sur le congé parental. Sur le congé parental, il faut faire des économies. Alors tout le monde crie, bon, on est dans un truc NIMBY, quoi, not in my backyard, pas moi. Donc les retraités crient, les familles crient, tout le monde crie, mais c'est normal, il faut faire des économies, c'est douloureux. Alors dire, on fait des économies, mais c'est pour votre bien et c'est pour l'égalité homme-femme, là je trouve que c'est assez pénible. C'est assez pénible de se faire moraliser au moment où on demande de serrer la ceinture. Je trouve qu'on aurait pu avoir plus d'honnêteté. On reviendra sur le congé parental parce que c'est un débat en soi, mais restons juste sur le principe. A priori, faut-il faire des économies, y compris sur les familles et y compris peut-être éventuellement, ça n'est pas prouvé d'après Ruben Augien, sur la natalité. Émilie Turckheim? Oui, non, moi ça m'étonne beaucoup d'entendre ça parce que la politique familiale en France quand même, quand on n'est pas axé aux mariés et qu'on a des enfants, mais c'est quasiment une niche fiscale. Moi, j'en reviens pas de payer aussi peu d'impôts depuis que j'ai des enfants. On a quand même, d'accord, ça va être des mesures qui vont rétablir un équilibre dans un système qui était très familialiste et quand même très défavorable à ceux qui se font vraiment avoir, c'est-à-dire des célibataires qui n'ont pas d'enfants, qui bénéficient pas de notre super système de part déductible d'impôts. Et concrètement, quand on est célibataire, dès qu'on s'achète à manger tous les jours, c'est beaucoup plus cher parce que vous achetez en petite quantité, c'est très cher. Quand vous logez au mètre carré, les petites surfaces sont beaucoup plus chères que les grandes surfaces. Donc on ne peut pas dire que la politique fiscale punitive et la vie chère s'acharne sur les familles en France. Et de toute façon, je ne sais pas pourquoi on n'en parle pas, mais tout ça, c'est quand même un objectif. Qui est de sauver notre sécurité sociale, et ça me paraît quand même plus important de se dire que, je ne sais pas, dans 50 ans, mais même pas, dans 20 ans, on n'enseignera pas aux étudiants que
En France, entre, je sais pas, 1945 et 2014, on a eu, on a fait une espèce de tentative complètement utopique qui consistait à rembourser les frais de santé et qu'on a abandonné ce programme communiste et farfelu au profit d'assurances individuelles. Enfin, je veux dire, il faut vraiment, c'est très très important, il faut se battre pour sauver cette sécu. Et à côté de ça, qu'on réduise la prime à la naissance du deuxième enfant, on s'en fout un petit peu. C'est pas comparable comme enjeu quand même. Thierry Vidor n'est peut-être pas d'accord. Non, peut-être pas. Non, pas du tout, mais je pense que j'aimerais bien vous expliquer ce que c'est que réellement la politique familiale. C'est une politique qui est reconnue maintenant universellement, dans le monde entier. La plupart des pays qui ont un fort niveau de vie l'adoptent et nous, on la détricote. Donc c'est un petit peu étonnant. Pourquoi ? Parce que la politique familiale, ce n'est pas une politique sociale, comme vous le disiez. C'est une politique de compensation de charges d'enfants et d'investissement dans l'avenir. Vous me parliez des célibataires. Ben, parlons-en. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a en gros 3 actifs qui s'occupent d'un senior. C'est les actifs qui apportent l'argent et qui vont le redistribuer pour payer les retraites. Donc le retraité, il est bien content d'avoir, quand il aura 60, 65 ans, maintenant 70 ans, d'avoir une retraite. S'il n'y a pas assez d'enfants... C'est très logique ce que vous dites. Le célibataire travaille, cotise pour sa retraite plus tard, et comme tout ça est collectif, il cotise pour sa propre retraite. Madame, aujourd'hui, ce sont les actifs d'aujourd'hui qui payent pour les retraités. Aujourd'hui, vous avez 3 actifs pour un retraité. Dans 40 ou 50 ans, vous aurez un actif pour 3 retraités. Donc il aura beau cotiser aujourd'hui, s'il n'y a pas une natalité importante en ce moment, il n'aura pas de retraite. Erwan, oui, je trouve très réducteur toujours d'analyser le succès de notre politique familiale au taux de natalité en France. Parce que comme vous l'avez très bien dit, toutes les comparaisons qu'on peut faire au niveau européen montrent qu'il y a une totale décorrélation entre le pourcentage du PIB qu'on va consacrer à notre politique familiale et le taux de natalité. Ce qui est très important, c'est l'organisation des modes de garde. Allez voir en Allemagne, ils sont totalement désorganisés sur les modes de garde et ils sont très en retard par rapport à la France. D'ailleurs, l'Allemagne nous fait beaucoup reproches et leçons. Je crois que de ce point de vue-là, il pourrait prendre exemple sur la France. Et c'est pour cette raison qu'il y a un taux de natalité, entre autres, très bas. Mais ça n'est pas lié à leur, enfin en tout cas à la somme, au montant qu'ils consacrent au PIB. Et puis les choix qui ont été faits par le gouvernement ont une certaine logique. Vous avez parlé de la prime de naissance, qui est d'ailleurs un mot horrible. Quand on fait un enfant, on n'a pas une prime, c'est pas un cadeau. Qui était de 900 € pour le premier enfant, pour chaque enfant, suivant évidemment les revenus, et qui va descendre pour le deuxième à 308 enfants. Mais à partir du deuxième enfant, Monsieur Vidor, nous avons chacun, en tout cas ceux qui ont leur deuxième enfant, tous les mois, 129 € qui tombent sans aucune, d'ailleurs sans faire la demande. On n'a même pas besoin de demander aux caisses d'allocation familiale pour recevoir tous les mois l'allocation familiale. Et donc, en plus, la prime de naissance est faite pour s'équiper. Au bout du deuxième, en général, on utilise l'équipement qu'on a acheté ou sur lequel on a investi pour le premier. Donc, derrière ça, il y a quand même une logique. Ça n'est pas étrangler les familles, me semble-t-il. François-Xavier Bellamy. En fait, c'est justement peut-être ça qui me manque un peu, paradoxalement. Je suis assez en désaccord avec vous sur ce point. Je trouve qu'on peine à voir la logique. C'est-à-dire qu'on a l'impression que le gouvernement tente de faire des économies plutôt faciles. Voilà, on va trouver de l'argent. À l'inverse, il y a des gisements d'économies énormes qui ne sont pas du tout exploités. Je suis tout à fait d'accord avec vous pour le fait de sauver la sécurité sociale. C'est évidemment décisif et on a un modèle social dont on est fier et qu'on veut préserver. Mais ce qui est incroyable, c'est qu'il y a 3 semaines, la Cour des comptes publie un rapport disant qu'il y a 20 à 25 milliards d'euros de fraude aux cotisations sociales et que là, d'un seul coup, on a l'impression qu'en fait, il n'y a juste pas de réaction. Et on fait des mesures qui sont vraiment, qui vont avoir un effet très très douloureux pour les familles parce que je veux bien la comparaison avec les célibataires, je suis moi-même célibataire, je n'ai pas d'enfants. Mais je crois qu'avoir des enfants, ça coûte très cher. Je ne pense pas qu'on puisse dire qu'en réalité, c'est une niche fiscale. Avoir des enfants, payer leurs études, payer tout simplement leur alimentation, France, etc. C'est pas la différence entre les petites quantités et les grosses quantités au supermarché qui fait la différence. Ça change énormément de choses. Je crois quand même on est dans un pays où on se fait soigner gratuitement, on va à l'école gratuitement. Et moi qui ai 2 enfants jeunes, je ne peux pas du tout dire que ce soit une charge. Et ils vont grandir. Alors ça, je suis sûre que les enfants plus grands coûtent plus cher. Mais non, il ne faut pas exagérer. C'est pas une charge terrible financière, surtout qu'on est à la maison, on sort beaucoup moins. C'est une énorme économie d'avoir des enfants. Mais en tous les cas, ce que je veux dire, c'est que ce qui est très étonnant, c'est qu'on fait des mesures qui vont quand même être douloureuses pour beaucoup de familles qui sont dans une situation de grande précarité, et on le sait, et on espère économiser 2,2 milliards d'euros à travers ces économies-là, au lieu de construire une vraie réforme qui prenne en compte la question des retraites, qui prenne en compte la question de la lutte contre la fraude, et qui permette de donner une vraie vision dans laquelle au moins ces économies auraient un sens. Là, c'est aussi ce sens qui manque, et c'est ça qui est désespérant pour les familles. Quand Mme Touraine dit le gouvernement aime les familles, on a l'impression que le gouvernement aime les familles comme Manuel Valls aime les entreprises, c'est-à-dire pour mieux économiser sur leur dos par la suite et construire
des espèces de systèmes d'économie dont on ne voit pas la logique globale et qui se développent au fur et à mesure que les cabinets trouvent des idées pour Moi, gagner ça de m'est l'argent. égal qu'ils voient la logique globale. Ce que je veux, c'est qu'ils fassent des économies. Donc, je ne rentre pas dans Mais ces... des économies efficaces, tant qu'à faire. Oui, il y a quand même Elles sont- aussi une politique. Sylviane Agazaski. Non, il y a quand même aussi une politique de protection des plus faibles. Erwan Binet me dira si je me trompe, mais il y a eu aussi des mesures prises pour baisser le plafonnement pour bénéficier de la couverture maladie universelle. Il y a eu la prime de Absolument. rentrée scolaire, comme on appelle Absolument. ça, la Qui a prime. été multiplié La prime de plus rentrée 25%. scolaire qui a été élevée. Ouais, bien sûr. Donc, je serais assez d'accord avec ce qu'a dit Émilie tout à l'heure dans l'ensemble. Et on constate quand même, moi j'ai parlé par exemple avec des jeunes femmes américaines qui viennent accoucher en France parce qu'elles disent au moins on peut vivre correctement, on a des gardes d'enfants, on a bon. Et si on compare effectivement avec nos voisins allemands, on peut constater qu'il vaut beaucoup mieux avoir une famille en France qu'en Allemagne et aussi pour les femmes. Mais pourvu que ça dure. Pourvu que ça dure. Maintenant, par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, Ruven, je ne peux pas vous laisser parler de famille naturelle. Hein. Ça n'existe pas, les familles naturelles. C'est toujours une institution. Donc le modèle ancien de la famille, disons, traditionnelle, c'était pas une famille naturelle. Sinon, ce serait les bonobos ou je ne sais quoi. Donc, Vous voulez dire que on peut les pas enfants, parler de famille les enfants naturels en étaient exclus, justement, de cette famille traditionnelle. Oh, ils n'ont pas toujours été si exclus que ça. D'ailleurs, c'est plus compliqué dans l'histoire. Mais vous savez, je voulais simplement dire qu'il y avait des principes derrière la politique familiale et que c'était des principes qui pouvaient être contestés. Le premier principe, c'était celui donc de la natalité. On peut ne pas vouloir que l'État, enfin, vous avez donné des réponses, hein, on peut avoir un désaccord sur cette question. Je ne pense pas que c'est la grandeur de la nation se mesure au nombre d'enfants qu'il y a. Et puis aussi qu'on veut promouvoir un certain style de famille que vous pouvez appeler traditionnel, ou autrement ça m'est assez indifférent. Oui, une certaine richesse de la nation passe quand même aussi par la natalité. Maintenant, la natalité, c'est d'une part un choix totalement individuel. On peut très bien ne pas vouloir d'enfants et ne pas en avoir envie. Ça existe aussi, on le dit peu, mais enfin c'est un choix parfaitement possible. Maintenant, qu'une société humaine tende vers ses descendants, ça me paraît parfectement normal. Quel serait le sens de l'existence s'il n'y avait pas des générations après nous? Donc je pense qu'il y a En tout cas, on peut trouver quand même. J'espère qu'on peut trouver, mais les pays où il y a une contraction brusque de la pyramide démographique, comme l'URSS devenue Russie, passée de 200 millions quand on fait nos études à 145 millions, en général, ça se passe mal. C'est-à-dire, Et l'Allemagne, par exemple, espérons ça que se passe pas si mal que ça. Ça va se passer mal Espérons, dans l'avenir. Espérons que ça se passe bien. C'est Mais des raisons de leur attitude d'aujourd'hui. Alors, passons au congé parental à égalité entre le père et la mère. Donc on allonge le congé parental dévolu au père et on raccourcit celui de la mère au nom de l'égalité entre les hommes et les femmes. Vous le défendez sous cet angle-là, Erwan Bien Binet? sûr, nous l'avions déjà, on avait déjà eu ce débat cet été. Mais c'était à l'époque, avant c'était l'été. 6 mois. Voilà. Bon, le gouvernement va plus loin. Marisol Touraine a raison quand elle dit qu'effectivement nous sommes à peu près les derniers, avec l'Irlande qui, lui, c'est un pays qui n'envisage même pas le congé paternel, enfin le congé parental pour les hommes. Mais nous sommes effectivement dans les derniers pays européens qui n'imposons pas, ou en tout cas ne favorisons pas, le partage du congé parental pour les deux membres du couple. Par ailleurs, toutes les études montrent maintenant que pour une femme, rompre pendant 3 années, à partir du deuxième enfant, c'est 3 années, avec son emploi est une source de complications dans la vie professionnelle, et c'est un euphémisme de le dire, et de paupérisation des femmes. Donc c'est évidemment aussi par là une solution pour nous, en tout cas c'est un outil pour apporter des réponses à ces questions-là. On ne le dit pas, mais nous allons, à travers cette réforme aussi, doubler le temps du congé parental pour le premier enfant. Aujourd'hui, 6 mois, il sera de 1 an. C'est important aussi de le dire, pas uniquement dans le sens de la régression. Thierry Bédard, Famille de France aussi, est contre l'égalité Non, on est totalement pour l'égalité homme-femme. Mais j'ai entendu des femmes politiques qui disaient que c'était une hypocrisie. On la partage. Quelle hypocrisie? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, M. Binet, il y a un peu plus de 2 400 000 enfants de moins de 3 ans. Il y a un peu plus de 10% de places de crèches, de garde collective, crèches, micro-crèches, etc. 20% pour les assistantes maternelles.
Il y a plus de 68% d'enfants, pas de familles, qui ne trouvent pas de place pour leurs enfants. Sur ces 68%, il y a une partie, on va dire 15 ou 20%, je ne pourrais pas le dire, de femmes ou d'hommes qui désirent vraiment accompagner leur enfant pendant 3 ans et rester à la maison. Mais vous avez 80% des familles, 80% des femmes qui aimeraient bien pouvoir trouver une solution de garde, mais qui ne peuvent pas et qui doivent abandonner leur travail, sacrifier leur carrière professionnelle. Donc vous disiez tout à l'heure, et ça je vous suis parfaitement, il faudrait que l'État, il manque, on va dire 400 à 500 000 places de crèche. C'est ce qu'on fait. Hein. Monsieur Binet, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Je suis au Conseil de la famille, on y va souvent. C'est ce qu'on nous a plus ou moins fait comprendre, mais honnêtement, quand on va sur le terrain, quand on va dans les villes, quand vous avez une réduction de toutes les dotations aux collectivités de plus de 11 milliards, toutes les villes, toutes les communes, qu'elles soient à droite ou à gauche, ce que j'entendais Madame Aubry ce matin qui disait qu'il ne pourrait plus assurer l'accompagnement des associations et l'accompagnement de toutes ces structures. C'est évident qu'ils ne pourront pas les construire. Je vous dirai des noms qui vous sont très proches. Non, mais la réalité... Où on ne peut plus, où ils vont même détricoter toute cette belle construction. D'abord, c'est une vraie volonté du gouvernement, c'est un autre point de la politique familiale du gouvernement, de multiplier et de créer de nouvelles places d'accueil. 275 000 d'ici 2017, 100 000 pour assistantes maternelles, 100 000 en crèche et 75 000 à l'école maternelle. Et la réalité que vous décrivez n'est pas la même sur tous les territoires. Moi, j'ai la chance d'habiter un territoire, le Pays viennois, en Isère rhodanienne. Nous avons plus de places disponibles, tout mode de garde confondu, que d'enfants de moins de 3 ans. Nous avons 108 places disponibles pour 100 enfants, ce qui pose aujourd'hui un vrai problème pour certaines, notamment mamans qui gardent, assistantes maternelles, pardon, j'ai perdu le nom. C'est un autre problème. Et ce territoire n'est pas plus riche que les autres. Il a juste anticipé les choses. Et le gouvernement veut rattraper ce retard. Vous avez raison. Là, ce dont on parle, enfin tous les éléments de la politique familiale vont de pair. Et la complémentarité, en tout cas la modification que nous voulons apporter au congé parental, va de pair avec la volonté de créer de nouvelles places d'accueil. Alors revenons sur l'égalité entre le père et la mère, pour ainsi dire. Sylviane Agacinski, je rappelais que dans votre livre La plus belle histoire de la femme, vous dites que les parents, le père et la mère, ne sont pas interchangeables. Donc est-ce à dire que l'égalité homme-femme pour prendre le congé parental, ça ne vous paraît pas une utopie souhaitable? Ils ne sont pas interchangeables du point de vue de la procréation, ils ne sont pas interchangeables symboliquement. En revanche, on peut noter que parmi les jeunes couples aujourd'hui, les trentenaires, disons, le comportement des pères a énormément changé, de telle sorte qu'ils s'occupent infiniment plus des enfants, de leur toilette, de leur santé, de leur sortie, de changer les couches, etc. C'est extrêmement impressionnant. C'est une chose que nous n'aurions pas pu anticiper il y a environ 40 ans, par exemple. Donc c'est bien comme mesure. Donc ça rend tout à fait pensable l'idée, en tout cas pensable théoriquement, l'idée que des pères prennent des congés parentaux. Malheureusement, et c'est là que je trouve aussi que la présentation des choses est un peu délicate de la part du gouvernement. De fait, il y a à peu près 4% actuellement des pères qui prennent un congé parental. Évidemment, on souhaiterait que ce soit plus, mais dans quelles conditions ça peut être plus? Ça peut être plus, notamment s'il y avait une meilleure égalité de salaire entre les hommes et les femmes. Alors on peut penser par exemple que parmi les hommes qui gagnent moins que leurs femmes, il y en a 25% à peu près. Ceux qui gagnent moins que leurs femmes vont peut-être, quant à eux, être incités à utiliser des congés parentaux. Mais pour le reste, on voit bien qu'effectivement c'est aussi un moyen de faire des économies. Émilie Turckheim. Oui, et puis je vois un autre problème, c'est que finalement on a le choix entre prendre un congé parental et être en tête-à-tête avec son bébé, son enfant jeune, ou retourner travailler et ne pas voir son enfant de la journée. Et ce serait bien que, de façon générale, on mutualise un peu plus la garde des enfants en bas âge et que ce ne soit pas uniquement à la charge des mères si elles ne travaillent pas ou des nourrices et des assistantes maternelles si elles travaillent. Qu'on puisse plus facilement amener son enfant sur les lieux de travail. Alors vous allez dire c'est très irréaliste et pour plein de métiers c'est pas possible. Mais c'est les idées de garde très temporaire ou de garde de nuit. Enfin c'est ce que Babylou a représenté. Babylou est en train en ce moment d'être coulé par le maire UMP de Jean-Claude Lévigne. Bien sûr qu'il faut non seulement favoriser les gardes, et je suis très contente que le gouvernement ait cette idée en tête, mais changer les modes de garde et faire des modes de garde plus souples et où on ne pose pas de questions aux mères.
mères. On ne culpabilise pas les mères si elles veulent laisser l'enfant 1 heure sans dire pourquoi. Pourquoi on les culpabilise pour l'instant? Oui, oui. C'est la spécificité de Babylou, c'est qu'il ne demandait pas de raison aux mères pour une garde exceptionnelle ou pour une garde Le de soir, nuit. par exemple, très tard, par exemple. Il ne demandait pas de Bon, il n'y a pas que certificat Babylou, médical. j'imagine qu'il y a d'autres crèches qui ne demandent pas non plus. Ben, je ne sais pas, j'ai pas d'enfant, donc c'est vous qui dites comment ça se passe. Les crèches ne sont pas ouvertes tard le soir. Non, je sais, mais il y en a peut-être d'autres qui sont très cadrées. Hein. Mais non, mais c'est aussi l'idée que sur un lieu de travail, il puisse y avoir des enfants, enfin, sans vouloir caricaturer, mais avoir son enfant sur les genoux. C'est-à-dire qu'un enfant puisse emmerder un petit peu tous les collègues et pas emmerder uniquement et exclusivement sa mère qui du coup est la seule à ne pas pouvoir travailler du tout. Et alors évidemment ça a l'air un petit peu C'est compliqué. pas à ça, c'est organiser. que n'importe qui est allé dans un musée et qui a subi un enfant se dit si elle pouvait le garder chez elle. Donc, Oui, mais ça, faut être franc quand même. c'est une façon qu'on a d'accueillir les petits-enfants dans notre société où soit ils sont sous une cloche en verre avec leur mère et ils ne nous emmerdent pas à la maison, soit, ou qu'ils soient, c'est vrai, ça fait du bruit, c'est chiant, ils nous empêchent de travailler. Mais accoucher, c'est un acte individuel, d'accord, ou familial, mais c'est aussi la société qui se renouvelle, donc c'est un événement démographique, ça concerne tout le monde. Et il y a plein de femmes, moi je me rappelle quand j'avais des enfants très très jeunes, je regardais sur les forums internet, et des femmes qui avaient choisi de prendre un congé parental, mais qui disaient qu'elles se trouvaient extrêmement isolées finalement, d'être à ce point coupées de toutes les autres possibilités de la vie sociale et professionnelle, et qu'il y ait bien des moyens de moduler un peu ça et d'avoir... Moi, j'ai vu dans les conseils de classe, dans les années 90, des jeunes pères qui, un peu par provocation, arrivaient au conseil de classe avec leur enfant de 2 ans et demi dans la poussette. C'était quand même assez épouvantable. Cela dit, eux, ils osaient le faire alors que les femmes n'auraient pas Mais osé ça le dépend ce faire. que vous appelez épouvantable, c'est-à-dire supporter le bruit, supporter un niveau de il y a du déconcentration. travail, oui. Non, mais bien sûr, mais c'est Moi, je ne peux pas travailler avec des petits-enfants autour. Bah, voilà, il faut apprendre. Évidemment, sur l'égalité du congé parental. Alors, oui, mais alors là encore, je veux dire, Oui, bien vous m'avez encore dans le répondu. fond, hein, mais je veux dire, un couple, comme vous le disiez, madame, c'est vrai qu'aujourd'hui, l'égalité homme-femme chez les jeunes couples, on la trouve quasiment. Je veux dire, il y a autant de pères qui veulent s'impliquer dans l'éducation de leurs enfants, les changer, etc., que de mères. Il y a encore le poids des ans, le poids de la culture, mais il est clair que ça change beaucoup. En revanche, je veux dire, quel est le choix qu'a un couple? C'est le choix des ressources. Ils vont regarder quel est le salaire de la mère, quel est le salaire du père. Et bien, c'est bien entendu le salaire aujourd'hui qui a dans 95%, c'est là la répartition qui est beaucoup plus importante. Enfin, oui, 25% quasiment, hein, entre 20 et 25% chez le père. Donc le choix est vite fait. Et ça, je reviens aussi par rapport à ce que vous disiez, madame, tout à fait d'accord. Si on pouvait faire beaucoup plus de souplesse, et là on voit en Allemagne des crèches d'entreprise où la maman ou le papa, il y a une crèche qui est juste à côté, peut descendre voir son enfant, lui faire un petit câlin, ou il a mal aux dents, on va le prendre 5 minutes et on retourne au travail. Et là, il y a, je veux dire, la possibilité d'une conciliation vie familiale, vie professionnelle qui est extraordinaire et qu'on devrait en prendre exemple davantage. Le privé se substitue en Allemagne au public. Et pour reprendre le chiffre de Mme Gazaski, justement, en Allemagne, lorsque on a à peu près entre 3 et 4% de congé parental aujourd'hui ouverts aux hommes, parce que les hommes peuvent prendre leur congé parental en France. 96%, 95-96% pour les femmes. Lorsque l'Allemagne avait les mêmes chiffres avant d'opérer la réforme que nous allons opérer. Aujourd'hui, ils sont 25% d'hommes. Donc on voit bien qu'il y a un effet qui est très important dans la répartition des droits. Ils étaient 3,5% en Allemagne avant la réforme, ils sont aujourd'hui 25%. C'est vers cela qu'on tend. Et vous savez que, je voulais juste dire, vous savez que la possibilité pour les femmes dans certaines entreprises de s'occuper de leurs enfants sur leur lieu de travail a existé, notamment entre les deux guerres, dans les grands magasins. Ma mère m'a raconté, je ne sais plus si c'était la Belle Jardinière ou si c'était je ne sais pas quoi, mais il y avait des grands magasins, et bien les vendeuses, il y avait au dernier étage, il y avait une grande crèche, les vendeuses montaient, allaitaient leurs enfants et redescendaient travailler, elles les déposaient en arrivant, elles les reprenaient en partant. J'étais très étonnée d'apprendre ça en me disant, mais bon sang, ça ne se fait absolument plus, quelle régression finalement par rapport à cette époque. Mais c'était quelques entreprises. Hein, oui, moi je suis très heureux de voir qu'il y a une sorte d'unanimité pour une forme d'égalisation, au moins entre les responsabilités des pères et des mères. Mais lorsqu'on lit les arguments contre le congé parental, ce ne sont pas nécessairement des arguments. Le congé parental tel qu'il est conçu aujourd'hui, c'est-à-dire c'est une intervention de l'État pour faire en sorte qu'il y ait des responsabilités partagées, ou plus de responsabilités partagées qu'autrefois. Or, l'un des arguments qui est contre cette intervention, que j'ai trouvé dans La Croix, par exemple, c'était que, en fin de compte, l'État imposait un certain style de famille
un certain style de famille dans lequel l'homme était considéré comme l'égal de la femme, alors qu'elle n'est que le complément, enfin, toute une idéologie sur le fait que là, l'État, sous couvert d'aider les familles, ne fait au fond que privilégier un certain modèle, alors ce modèle dans lequel il y aurait égalité entre les deux, avec lequel ils sont en désaccord. Et donc ils plaident d'un coup pour la liberté de choix individuelle et aussi pour le pluralisme. On aimerait bien qu'ils défendent cette liberté de choix individuelle et ce pluralisme quand on en vient à des questions qu'on abordera tout à l'heure, comme la grossesse pour autrui ou la PMA pour les couples homosexuels. Là, ils sont vraiment pour que chaque famille ait le droit d'avoir sa façon Suzanne, est-ce que vous pouvez parfois penser sans ennemis? Est-ce que vous pouvez penser autrement que de manière adversative en vous fabriquant comme ça un Mais j'ai pas catalogue de l'impression services? que c'est une conversation simplement personnelle entre nous. On en parlera après. François-Xavier Bellamy? Non, juste 3 brèves remarques. La première, c'est que j'ai bien entendu ce que vous disiez, mais je crois comme Thierry Vidor que de fait, il faut être réaliste et que notamment la construction de 100 000 places en crèche, c'est un objectif parfaitement irréalisable aujourd'hui. On a déjà fait 25 000. En particulier, on se donne rendez-vous en 2017. C'est vrai qu'aujourd'hui, les collectivités locales voient la baisse de la DGF qui est vraiment, qui est vraiment impressionnante pour beaucoup de communes, qui fait que beaucoup de communes, notamment dans des communes où il y a beaucoup de besoins, vont être incapables de construire de nouvelles places en crèche. C'est le cas dans ma ville où on se bat pour essayer de trouver des solutions alternatives, essayer de voir aussi comment le privé peut nous aider, parce que de fait, il n'y a pas de possibilité avec l'argent public aujourd'hui d'étendre autant que de besoin le nombre de places en crèche. La deuxième chose, c'est que évidemment cette question de l'égalité, en réalité, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, c'est une gigantesque hypocrisie. En fait, c'est simplement pour faire avaler la pilule peut-être à la majorité socialiste, en tous les cas aux Français, une politique d'austérité qui ne dit pas son nom, qui aurait pu être assumée, mais ça consiste tout simplement à diviser par 2 la durée réelle du congé parental, parce que de fait, on le sait très bien, dans l'état actuel, à la fois des possibilités de mode de garde et de l'état de l'équilibre salarial à l'intérieur des familles, on sait très bien que c'est à ça exactement que ça va aboutir, à l'exception de l'extension du congé pour le premier enfant, qui est, je crois, une bonne nouvelle. Et puis, la dernière chose, c'est que moi, je vais aller peut-être à la défense de cette idéologie sur laquelle que vous pointez du doigt et que vous avez trouvée dans la croix. Moi, je crois que malgré tout, ça pose une question fondamentale, qui est une question anthropologique, au fond. Est-ce que vraiment l'égalité homme-femme, que je crois nous défendons tous, est-ce qu'elle revient à dire que la place de l'homme et la place de la femme à l'intérieur du foyer sont exactement la même, notamment pendant les premières années de la vie de l'enfant? Mais je crois que c'est une vraie question. Vous pouvez l'écarter d'un hochement de tête. Je crois que c'est malgré tout une vraie question. Je pense que, en réalité, affirmer que l'homme et la femme sont égaux ne signifie pas qu'ils soient nécessairement identiques et que leur rôle soit identique. Je pense que aussi bien la psychologie que l'anthropologie peuvent nous conduire à penser qu'ils peuvent avoir à la fois un rôle véritablement égal dans la famille, en même temps chacun leur place auprès de l'enfant, notamment dans les premiers mois de sa vie. Oui. Moi, je ne sais pas très bien à quelle anthropologie vous faites allusion, mais on va s'intéresser maintenant à la GPA qui revient sous les feux de l'actualité. Thierry Vidor, je vous remercie. Est-ce que Famille de France appelait la manifester avec la Manif pour tous pour l'abrogation de la loi sur le mariage homosexuel? Famille de France laisse libre ses adhérents d'aller ou de ne pas aller à la manifestation. Vous faisiez partie de la Manif pour tous, votre association. Nous faisions partie du collectif. Ça n'est plus le cas? Nous ne sommes plus dans le collectif depuis le vote de la loi. D'accord. Je vous remercie. Venons-en donc à la GPA, la gestation pour autrui. La France a été condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme. En juin, elle avait 3 mois pour faire appel. Or, elle n'a pas fait appel. Regarde. C'est une décision qui fera date pour les partisans de la GPA, la gestation pour autrui. La Cour européenne des droits de l'homme condamne la France parce qu'elle refuse de reconnaître la filiation des enfants nés de mères porteuses à l'étranger. Valentina et Fiorella sont nées en 2000 en Californie d'une mère porteuse. Seulement voilà, les 2 fillettes n'ont jamais été reconnues par l'état civil français. Aujourd'hui, la Cour européenne des droits de l'homme vient de condamner ce refus. C'est un espoir pour les nombreux enfants nés par GPA et vivant en France. À peu près 2000 enfants en France à notre connaissance, donc c'est un nombre significatif. Et il faut aujourd'hui que pour ces 2000 enfants, ils puissent bénéficier d'un statut. C'est en tout cas le sens de la décision de la Cour européenne des droits de l'homme. Je viole la loi. Je vais à l'étranger, je viole la loi, je reviens ici et je demande à mon pays de reconnaître l'illégalité que j'ai commise. C'est un peu fort de café. Avec cette décision, on espère bien que la France va enfin prendre en compte l'intérêt de ses enfants, ne contestera pas cette décision et l'intégrera dans sa jurisprudence. La France a 3 mois pour faire appel.
Passé ce délai, cette décision devra s'appliquer partout en Europe. La France n'a pas fait appel de la décision de la Cour européenne des droits de l'homme. Vous êtes soulagé ? Oui, on est soulagé, bien sûr que la France n'ait pas fait appel, mais pas totalement, puisque des voix s'élèvent apparemment pour contester l'application de cette décision. Le gouvernement exclut totalement d'autoriser la transcription automatique des actes pratiqués à l'étranger, car cela équivaudrait à accepter et normaliser la GPA. Confie Manuel Valls au quotidien La Croix. Il faut affirmer des principes sur la famille, sur l'enfant, sur la lutte contre la marchandisation du corps humain. C'est pour cela qu'il faut être intraitable. Cette prise de position intervient à 2 jours du retour de la manif pour tous. En réaffirmant son opposition à la GPA, le gouvernement espère éviter une mobilisation aussi forte que celle contre le mariage pour tous. Sylviane Agacinski, vous êtes en pointe dans le combat contre les mères porteuses. Pour vous, est-ce que la France aurait dû faire appel et est-ce que vous avez été surprise de l'interview que Manuel Valls a donnée aujourd'hui ? J'ai été surprise, mais très heureusement surprise, je dois dire. J'ai trouvé qu'il avait des positions très claires et très justes. J'aurais préféré pour ma part que la France fasse appel, effectivement. Ça, on en conclut que c'était parce que justement c'était une manière déguisée de légaliser ou en tout cas de donner un statut à ces enfants. La France n'a pas fait appel parce que la décision de la CEDH avait été prise à l'unanimité et qu'il était peut-être un peu risqué d'aller de se tourner vers un renvoi vers la Grande Chambre. La CEDH, c'est la Cour européenne. La Cour européenne des droits de l'homme. Mais je pense qu'il aurait fallu faire appel, mais à défaut, la solution qui est adoptée peut convenir aussi. Si j'avais préféré l'appel, c'est parce que j'ai lu d'assez près l'arrêt de la CEDH, qui est un vrai scandale. La CEDH se soucie apparemment de l'intérêt des enfants une fois qu'ils sont nés, ce qui est notre cas à tous et ce qui est le cas de la France. Et on va revoir tout à l'heure de quelle façon il faudrait effectivement, et la France le fait déjà en grande partie, mais elle peut le faire encore mieux, de quelle façon il faut prendre en compte l'existence de ces enfants quand ils vivent sur le sol français, nés donc d'une mère porteuse à l'étranger, de manière à ce qu'ils aient une vie sociale la plus normale, une vie familiale normale, ce qui est déjà le cas, comme le reconnaît la CEDH. Mais ce texte est scandaleux parce que la CEDH ne se pose pas une seconde la question de ce qui est fait aux enfants, de l'intérêt des enfants, du droit des enfants en tant qu'ils sont des personnes humaines, quant à la façon dont ils sont nés, si vous voulez. C'est-à-dire que la CEDH ne s'occupe absolument pas de la pratique sociale dite des mères porteuses ou de la gestation pour autrui, comme si c'est une chose qui allait de soi, alors que pour la France, il est tout à fait impératif de respecter d'une certaine manière la personne humaine et son corps, et que, comme on l'a répété depuis des années, depuis 1991, la Cour de cassation, il y a un asservissement de la femme, il y a une marchandisation de son corps et il y a une marchandisation de l'enfant dans cette pratique sociale. C'est au nom de cette aliénation d'une part et de cette marchandisation d'autre part que la France tient bon sur ces principes fondamentaux du respect de la personne. Alors pourquoi elle ne peut pas accepter la transcription des enfants ? Rappelez ce que c'est que la transcription. Alors, les enfants qui sont nés, prenons le cas californien des époux Ménesson, puisqu'effectivement c'est à leur requête que la Cour européenne des droits de l'homme a répondu. Donc ces enfants, d'abord, il faut tout de suite dire qu'on vit un matraquage de propagande mensongère depuis des années et des années. On dit ces enfants n'ont pas de papier. Qu'est-ce que ça veut dire ? En France. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est faux. La Cour européenne appelle ces enfants des ressortissantes américaines. Je reste sur le cas de la Cour européenne, l'un des deux cas. Ces jeunes filles, et c'est très bien comme ça, et on veut qu'elles vivent bien, comprenez bien mon propos, ces jeunes filles sont, selon la Cour, des ressortissantes américaines. Elles ont des passeports américains, elles ont un état civil américain qui établit qu'elles sont effectivement, aux yeux du droit californien, les filles de monsieur et madame Ménesson. Donc, on ne va pas dire que ce sont des fantômes de la République ou qu'elles n'ont pas de papier. Ça, c'est un pur mensonge. Vous savez bien ce que disent les époux. Ils disent ils voudraient qu'elles aient un état civil français stipulant qu'ils sont bien leurs parents. Oui, seulement ce qui quand n'est pas on le veut cas. que ces enfants aient un état civil français,
eh bien, on a des enfants et on les déclare à l'état civil selon les règles de droit qui sont les règles de droit français. Là, vous avez un paradoxe absolument extraordinaire. Vous avez des gens qui se disent, eh bien, on ne peut pas utiliser des mères porteuses en France, et heureusement qu'on ne peut pas en utiliser parce qu'on sait quelles sont les femmes les plus fragiles qui serviraient de mères porteuses. Ce sont ni nos filles, ni nos belles-sœurs, etc., qui serviraient de mères porteuses. On le sait très bien. Hein. Bon. Donc, pour de très bonnes raisons, ça n'est pas possible en France. Eh bien, tant pis, on va aller faire ça aux États-Unis ou en Ukraine ou en Inde. Et puis, évidemment, ces enfants ont un état civil, par exemple, américain, californien. On revient et on dit « Ah, mais alors c'est votre faute, c'est la faute du droit français, c'est la faute de ceux qui refusent l'état civil français. Vous faites du mal à nos enfants, vous nuisez à nos enfants. J'ai même entendu s'en prendre aux enfants est répugnant. Autrement dit, c'est la France qui s'en prend aux enfants parce qu'elle refuse la transcription à l'état civil. Mais c'est parfaitement logique dans la mesure où si la France disait, bon ben voilà, on interdit sur notre sol, mais allez les faire ailleurs, allez utiliser les Ukrainiennes, les Indiennes, les Américaines, vous revenez ici et vous avez un état civil clean. Et puis, vous allez avoir un livret de famille. Et puis, parallèlement, si quelqu'un faisait ça avec une mère porteuse en France, il serait poursuivi, il serait condamné, etc. Donc, on traiterait d'une manière, de manière effrayante, inégalement, les adultes faisant ça à l'étranger ou le faisant en France, et les enfants nés à l'étranger dans ces conditions, qui auraient un état civil français, et les enfants qui seraient nés en France dans une même situation, dans une même condition. Ce serait par conséquent une inégalité flagrante. Autrement dit, ça ne tiendrait pas 5 secondes. Un pays ne peut transcrire dans son état civil des enfants nés de mères porteuses que si ce pays déjà tolère ou légalise ou organise la pratique des mères porteuses. Sinon, c'est impossible. Ce qui n'est pas le cas en France. Et ce qui n'est pas le cas en France. Et d'ailleurs, j'ajouterais que s'il y a ce combat tout à coup qui veut nous émouvoir beaucoup et qui alors là, pour le coup, se sert des enfants pour imposer la légalisation des mères porteuses en France, eh bien, je trouve ça absolument, très, 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 très pénible. Parce que cette histoire de transcription, c'est évidemment le cheval de Troie des partisans de la gestation pour autrui, puisqu'ils savent très bien que la France ne peut pas, et la Cour européenne le sait bien aussi, c'est pour ça que son arrêt est incompréhensible, ils savent très bien que la France ne peut pas en même temps prohiber les mères porteuses et puis reconnaître les enfants de cette façon à l'étranger. Alors on verra tout à l'heure les solutions qui existent pour ces enfants. Alors Geneviève Delézy de Parseval, vous êtes psychanalyste et vous êtes auteur de la part du père, de l'enfant à tout prix. Vous publiez aujourd'hui Voyage au pays des infertiles. Dans la bataille entre les pros et les anti-mères porteuses, vous avez choisi votre camp. Vous militez pour que la France autorise la GPA dans certaines conditions, en l'occurrence sur la question qui préoccupe aujourd'hui, à savoir cette Cour européenne qui avait condamné la France. La France n'avait pas fait appel. Il y a la manif pour tous dimanche, en l'occurrence contre la GPA, alors que la GPA est interdite en France. Alors vous, quelle est votre position? Alors je vais peut-être vous étonner un peu. D'abord, je ne vais pas engager le débat sur la question juridique, ce que vous avez fait. Je vais juste pointer une erreur, je suis désolé. Vous avez parlé de l'arrêt de la Cour de cassation Alma Mater de 1991, et cet arrêt concernait les mères porteuses d'avant la fécondation in vitro. Ce sont des affaires que j'ai bien connues, puisque j'avais été nommé par le gouvernement expert. Oui, c'était quand même des mères porteuses. C'était des mères porteuses qui étaient justement, qui étaient des fours, des ventres, qui vendaient leurs propres enfants, qui avaient une relation sexuelle avec le père ou une insémination, peu importe, et c'était leur enfant qu'elle vendait. Je considère qu'une femme qui porte un enfant, c'est son enfant. Vous voulez faire la discussion, mais ce n'est pas une erreur que j'ai faite. Je fais une distinction fondamentale. Je ne fais pas la différence. Moi, je parle des mères porteuses depuis la fécondation in vitro, qui est complètement différente et qui pose des questions extrêmement intéressantes sur la définition de la maternité. En effet, depuis la fécondation in vitro, depuis que l'embryon peut être conçu en éprouvette, dans les cas d'infertilité féminine, l'embryon peut être remis dans l'utérus
de la femme qui veut avoir un enfant, si elle a un utérus, si elle n'en a pas, il peut être remis dans l'utérus de la mère porteuse, qui à ce moment-là ne fait que porter. Et la différence de ce que est absolument majeure, car elle porte un enfant qui n'est pas le sien et qu'elle s'apprêtera à rendre à ses parents à l'arrivée. Rendre. Il ne s'est rien passé entre-temps. Rendre. Alors, madame, mais j'ai l'impression que c'est plutôt... Attendez, laissez-moi terminer. Je vous ai entendu, vous écoutez très sagement sur le débat précédent. J'ai du mal à comprendre la distinction. Je vais vous expliquer. Donc, ma position, et c'est pour ça que je ne suis pas pour comme ça, ma position, c'est qu'il y a deux mères dans cette nouvelle question des mères porteuses. Il y a la mère porteuse, et je dis bien la mère, car c'est une vraie mère. D'abord, elle est mère de ses propres enfants, pour commencer, dans les pays qui ont légiféré. Et puis, elles ne peuvent être mères porteuses que si elles ont déjà eu des enfants. Dans les pays, je dirais, qui légiféraient, comme les États-Unis, le Canada, la Grande-Bretagne. Elles sont mères de leurs propres enfants, et en plus, elles sont mères des enfants qu'elles portent. Simplement, c'est une maternité partagée, c'est pas leur enfant qu'elles portent. Donc, les mères porteuses modernes, parce que 1984, c'est fécondation in vitro, c'est pas vieux à l'échelle du temps. Les mères porteuses posent question sur la définition de la maternité. Qu'est-ce qu'une mère? Est-ce qu'une mère se réduit à la grossesse? J'ai dû se réduire volontairement d'expression provocante, parce que je pense, comme psychanalyste qui analyse des mères depuis 30 ans et qui suit des mères porteuses, des enfants et des parents d'intention, la maternité, c'est la grossesse, mais c'est bien autre chose que madame, peut-être aussi. La grossesse, c'est l'accouchement, si vous voulez. Oui, c'est ce que le mot gestation efface en passant. Laissez-moi terminer. Mais je dis l'accouchement. C'est la grossesse, mais la grossesse, c'est un moment de la maternité. D'abord, la grossesse doit être étayée, si c'est une bonne grossesse, par la présence d'un père, en principe. Et puis, ensuite, il y a toute la vie. Donc la grossesse, c'est un moment privilégié, mais qui n'est pas le seul. Autrement dit, la grossesse, c'est pas l'alpha et l'oméga de la maternité. Et c'est pour ça que je vous disais que j'étais pas pour les mères porteuses en soi. Je suis pour la question que ça pose à la société. Qu'est-ce qu'une mère? Et on n'a pas fini de... On n'a pas fini d'en parler, certainement. Claude Habib, sur ce sujet Sur ce sujet, mais... J'aurais la même position, je crois, que Elisabeth Badinter, c'est-à-dire qu'il faut réglementer, que on peut... C'est la mienne aussi. Oui, c'est la vôtre aussi. On peut soustraire... Je suis d'accord avec vous, c'est affreux. On préfère avoir son enfant. Mais enfin, très souvent, quand je vous entends, j'ai l'impression de quelqu'un qui dirait « Qu'est-ce que c'est horrible, votre jambe de bois ?» Mais qu'est-ce que c'est laid, comment pouvez-vous avoir une jambe de bois? Écoutez, les femmes qui sont infertiles, elles sont obligées d'en passer par cette prothèse qui est le ventre d'une autre femme. Et c'est pénible, mais il faut l'organiser. Oui, le mot prothèse n'est pas très très joli. Non. Enfin, bon. Non, je comprends ce que ça a de douloureux. C'est un partage de la maternité. Ça partage et on n'a peut-être pas envie de partager. On préférerait avoir son enfant. Quand on n'a pas d'utérus, il faut bien partager. Quand on n'a pas d'utérus, il faut bien partager. Donc, je suis persuadée qu'on peut... Quand on voit la souffrance des femmes qui ne sont pas fertiles, qu'on peut essayer d'organiser au mieux la formule anglaise ne permettant qu'une seule maternité et non rémunérée est une formule qui mérite d'être considérée. Quant à l'argument consistant à dire ça va être encore les riches femmes de Hollywood qui vont écraser les pauvres femmes du tiers-monde, moi je n'y crois pas pour une raison simple, c'est que quand on veut un enfant, on veut le mieux pour son enfant. Donc on veut non seulement une mère porteuse, mais une mère porteuse qui mange bio, une mère porteuse qui se porte bien, une mère porteuse qui... C'est pas vrai qu'on va... Qui soit pas trop cher aussi. Je crois pas. Je crois qu'on est prêt à pourquoi radiner. Des gens vont-ils en être Je crois qu'on est prêt à radiner sur tout, sauf plus riches que les parents d'intention. Sauf là-dessus. Une preuve. Vous êtes d'accord? Un indice, c'est que les nourrices, au XVIIIe siècle, et donc la petite partie que je connais, les nourrices étaient bien payées. Et qu'on voit en Limousin ce qu'on appelle des maisons de lait. Les maisons de lait, c'est des maisons en pierre, parce qu'elles revenaient de leur travail de nourrice à Paris, et elles revenaient riches. Donc c'est pas vrai que c'est l'endroit où on va écraser le tiers-monde. Les nourrices étaient surtout bien nourries pour bien s'occuper du bébé, après quoi elles étaient jetées. Et je voudrais quand même répondre sur l'intervention de Claude Habib.
je comprends bien, si on part de la question de la souffrance d'une femme qui ne peut pas avoir d'enfant, on arrive forcément à ces solutions tentantes. Encore que le désir d'avoir un enfant ne justifie aucunement le fait d'utiliser, non pas simplement l'utérus, comme dit la gestation, le corps, la vie d'une femme pendant 9 mois, jour et nuit, avec tout ce que ça comporte. Si on part de cela, qui est assez candide, excusez-moi, comme point de départ, on peut arriver à cette conclusion. Mais moi, je ne suis pas du tout partie de cela. Je suis partie de l'observation du monde dans lequel on vit. En tant que philosophe, l'un des points importants est de comprendre son époque, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on est en train de vivre. Or, quelle est l'époque que nous vivons? Qu'est-ce que j'ai remarqué depuis qu'existe cette pratique des mères porteuses et comment elle s'est développée? C'est que s'est installée dans le monde et d'abord aux États-Unis une industrie procréative. C'est-à-dire que petit à petit, grâce aux biotechnologies, on a pu aller vers la reproduction technologique et industrielle, non seulement des vivants, mais également des êtres humains. On est dans un contexte où on peut envisager la reproductibilité technique de l'être humain. Sauf que il manque une pièce, et c'est précisément la mère qui porte. On peut faire beaucoup de choses en laboratoire, on peut faire des fécondations in vitro, on peut transplanter des embryons dans le ventre d'une femme. Tout ça, on peut le faire. Et pour que cette industrie qui s'est développée dans des proportions que vous n'imaginez même pas, l'industrie d'abord du corps en général, de toute la biologie, plus l'industrie procréative, cette industrie ne peut fonctionner que si on peut produire au final des nouveau-nés, des bébés. Alors, en Californie, les instituts, effectivement, vous envoyez votre sperme et vous renvoient un embryon, vous achetez des ovocytes, vous choisissez les ovocytes sur catalogue. Je parle de la Californie, je suis allée sur les sites, j'invite tout le monde à aller sur les sites. Oui, moi aussi, j'ai interrogé beaucoup de gens. Sur les sites, vous verrez tous les tarifs, ils sont... Alors, vous avez le catalogue des ovocytes, avec ce que ça implique de l'origine des femmes. Alors, le catalogue aussi... Parlons des ovocytes. Attendez, je finis. Bon. Et puis, celui des mères porteuses qui ne répondent pas aux mêmes critères. Si elles ne sont pas de la même origine ethnique que les parents, c'est encore mieux. Alors que les ovocytes, on va chercher des blancs, des jaunes, des juifs, etc. Il faut voir tout ce que représente ça. Et je me suis dit, quand j'ai découvert ce fait, il y a déjà pas mal d'années, tiens, c'est curieux, on est en train, comme l'a écrit Testard d'ailleurs, on est en train d'appliquer à la reproduction humaine ce qui s'est passé dans la reproduction animale avec les mêmes méthodes vétérinaires, insémination, embryons, etc. C'était déjà intéressant. Et puis ensuite, on s'aperçoit qu'il y a autre chose. À partir du moment où il y a industrialisation de la reproduction, il y a évidemment un grand marché. Or, encore une fois, ce marché n'est possible que si on peut livrer à la fin des bébés pièces, tout compris. Alors là, allez voir sur les sites les tarifs, tout y est. Et on ne peut pas livrer des bébés si on n'a pas de femme pour les porter. La femme vivante est la pièce manquante du grand marché reproductif. Et si on ne comprend pas ça, on ne comprend rien au monde actuel et on tombe dans tout le langage affectif, sirupeux, donner la vie, aimer les enfants, aider les autres. Je vais vous donner la parole, mais Ruben Augien et Émilie Turkheim qui la réclament depuis un moment. En fait, évidemment, quand on entend ce discours qui semble assez cohérent, on peut avoir l'impression que la grossesse pour autrui est une sorte de pratique barbare, sans fondement moral et juridique. Mais quand on réfléchit un peu sur les raisons qui ont poussé des pays, parce que vous donnez toujours l'exemple de l'Inde, etc., si vous auriez pu dire le Royaume-Uni, l'Irlande et la Pologne, par exemple. Ça ne marche plus au Royaume-Uni. Comme on a baissé les tarifs, ils ne trouvent plus de femmes. Oui, non, mais le principe, ils ont légiféré, ils ont essayé de l'encadrer. Elles ne sont plus assez payées. Bon. Et donc, il ne faut pas croire que la grossesse pour autrui, de même que d'ailleurs l'aide médicale à la procréation pour les couples homosexuels, n'est pas de fondement moral et juridique. Il y a au moins 3 fondements. Le premier, c'est la libre disposition de son corps. C'est un principe qui nous importe beaucoup. Le deuxième, c'est la possibilité de faire un accord mutuel
avec d'autres personnes, du moment qu'il ne nuit pas à des tierces personnes, et dans la mesure où il n'a pas été extorqué, où il n'y a pas eu abus de faiblesse, où il n'y a pas eu de violence ou de menaces. C'est de contrat, tout simplement. Ça, nous la reconnaissons, et dans ces limites-là, évidemment. Et le troisième principe, qui est important aussi, c'est celui d'une certaine forme de justice sociale, fait que l'État a le droit d'intervenir pour compenser des handicaps naturels, comme l'absence de l'utérus. Donc, je sais qu'à la Manif pour tous, ils essayent de dire qu'ils ont gagné la bataille idéologique et qu'au fond, l'argument de la marchandisation et de l'intérêt de l'enfant, c'est un argument irréfutable, et que ceux qui sont en face sont dans une sorte de vide philosophique. C'est tout à fait faux. La grossesse pour autrui ne doit pas être simplement tolérée, elle peut être justifiée moralement et politiquement. Justement, à ce sujet, puisque vous faites partie de ceux qui manifestent dimanche avec la Manif pour tous, vous manifestez contre la GPA, mais en France, la GPA est interdite. Oui, il y a une grande hypocrisie sur ce point, mais je voudrais d'abord... De la part de qui? De ceux qui manifestent ou de la part du gouvernement. Enfin, je crois qu'il y a... Je crois qu'ils ont été clairs, ils sont plutôt... Mais non, justement, parce que ce qui est très paradoxal, c'est que M. Valls, arrêtons-nous un instant là-dessus, M. Valls aujourd'hui nous explique que la GPA est, je cite, une dérive insupportable. Et il le dit quelques jours après l'expiration du délai de recours devant la CEDH. Si vraiment la GPA a été une dérive insupportable, pourquoi la France, même soucieuse de son honneur, n'a-t-elle pas au moins fait appel de ce qui la condamne à accepter cette dérive insupportable? Pourquoi aujourd'hui dérive, il a dit insupportable. Il a dit c'est une pratique insupportable. Il l'a dit dans la croix. Il l'a dit dans la croix. Alors il faut croire que M. le Premier ministre adapte son discours aux gens auxquels il parle, ce qui serait encore plus insupportable. Il l'a répété ensuite dans une déclaration de presse. Non, ce que je voudrais dire simplement, c'est que, encore une fois, si vraiment le gouvernement était déterminé à lutter contre cette pratique, il commencerait par s'intéresser aux pratiques des agences qui aujourd'hui, parce qu'il faut regarder, c'est quand même ça la réalité de la gestation pour autrui, qui aujourd'hui, à 300 mètres de l'Assemblée nationale, dans les grands hôtels parisiens, vont vendre sur catalogue des enfants à partir des données physiques et sociales de leur mère porteuse et des donneuses d'ovocytes. Elles sont poursuivies dans ce cas-là en France. Et aujourd'hui, les poursuivis... Non, il ne se passe rien. Il y a eu 2 plaintes. L'association Juriste pour l'Enfance a encore déposé une plainte aujourd'hui. Une autre plainte a été déposée il y a 8 mois. Il n'y a toujours aucune réaction du parquet. Et on voit bien d'ailleurs la grande hypocrisie, le grand décalage entre le discours du Premier ministre et celui de la ministre de la Justice, qui de fait sont complètement en désaccord. Mais peut-être juste pour revenir... Non, pas du tout. Tout à l'heure, il n'y a pas de désaccord. Je donnerai la parole à Erdogan Bidet. Pour revenir sur ce que vous disiez à l'instant. Je vous remercie beaucoup de ce que vous dites, parce que moi je ne considère pas du tout, contrairement à ce que vous sembliez dire, qu'il y ait une différence entre une position philosophique et un vide de position philosophique. Je pense au contraire que dans la partie de ceux qui défendent la gestation pour autrui, il y a une vision philosophique qui est tout à fait construite, et je vous remercie de l'exposer. Cette vision que vous avez développée, c'est celle de la liberté de disposer de son corps et de contracter de façon parfaitement libre avec la personne qu'on veut, à condition que le contrat n'ait pas été extorqué. Et la justice sociale aussi. Voilà. Simplement, peut-être, le problème, c'est qu'il y a peut-être une tension entre les deux, parce que si vraiment on considère que cette liberté de contracter doit être absolue et que la liberté de disposer de son corps doit être absolue, on tombe dans la vision que défendait par exemple un Pierre Berger avec la même logique, c'est-à-dire louer ses bras ou louer son ventre, c'est la même chose, et donc on devrait, par la même occasion, supprimer dans son ensemble, par exemple, le droit du travail, le droit social. Si la liberté de contracter est absolue tant que les contrats ne sont pas extorqués, je termine juste. Dans ce cas, au nom de quoi interdit-on à 2 personnes de faire un contrat entre eux pour se payer 1 euro de l'heure, par exemple, pour faire des contrats d'une journée? En fait, en réalité, on reconnaît bien que la liberté de contracter doit être encadrée et doit être protégée. Et aujourd'hui, clairement, je crois qu'il y a une énorme hypocrisie, pour le coup, et je terminerai par là, à revendiquer la gestation pour autrui au nom de la justice sociale. Pardonnez-moi, mais il faut savoir de quoi on parle exactement. On parle évidemment de quelque chose qui, de toute façon, ne peut bénéficier qu'à des couples aisés, en tous les cas, en l'état actuel des choses, de façon évidente. J'ai vu, Mme Delézy, de Perceval, que vous recommandiez que les mères porteuses soient correctement indemnisées. Vous avez dit qu'il fallait qu'elles soient bien payées. Ça veut dire que de toute façon, ça ne profitera qu'à des gens qui sont plutôt riches. C'est pas tout à fait la même chose, indemniser, qu'à des gens payer. qui sont même plutôt riches, en tous les cas. Mais une indemnisation. Ça dépend. Si c'est la sécurité sociale, les chirurgiens sont bien payés. Ça n'empêche qu'on ne. Et d'ailleurs, ce serait bien ne paye pas nos opérations. En tous les cas, la réalité de la gestation pour autrui, c'est évidemment aussi les baby farms en Inde. C'est évidemment l'exploitation du corps des femmes. Et je rejoins parfaitement Mme Agacinski sur ce point. C'est ça qu'il faut prendre en charge et prendre en compte si on veut être un peu lucide. Si on veut parler d'argent, et je crois qu'il faut parler d'argent dans la procréation médicalement assistée, il y a un scandale qui est celui des dons d'ovocytes, plutôt des ventes d'ovocytes. Et la gestation pour autrui, c'est epsilon par rapport à ça. Vous avez 1000 femmes qui vont en Espagne tous les mois et qui vont acheter des ovocytes. Et ça, c'est beaucoup plus important
que les deux mères qui vont aux États-Unis ou au Canada faire une gestation pour autrui. C'est la même chose. Mais non, on est dans le capitalisme intégral, on est dans le tout marché. Tout s'achète, tout se vend, y compris la vie, y compris les bébés, les embryons, les Je voudrais donner la parole à Émilie Turquin et à Erwan Binet. Naïveté totale. Non, moi, ce que je trouve compliqué, c'est de faire un contrat sur... pour moi, la gestation pour autrui, c'est aussi étrange que le mariage catholique. Quoi. Ça revient à s'engager sur des sentiments. Donc je comprends, par exemple, quand on se marie, qu'on puisse s'engager à soutenir financièrement ou moralement quelqu'un à vie. Mais s'engager à éprouver des sentiments d'amour dans 30 ans, c'est pas quelque chose qu'on peut décider avec la force de l'esprit ou avec la force de la loi. Et une mère porteuse qui décide contractuellement de ne pas être la mère de l'enfant qu'elle va porter, ça n'empêche pas que peut-être, dans certains cas, et tout à fait malgré elle, le fait d'avoir un enfant dans son ventre fait qu'elle va avoir des sentiments d'amour, appelés maternels ou d'amour tout court pour son fœtus, et qu'au moment de devoir donner à l'adoption cet enfant, ce soit un déchirement pour la mère et pour son bébé. C'est pas donné à l'adoption, elle le rend à ses parents. Pas donné à l'adoption. Non, parce que quand on a porté dans son ventre, on ne peut pas anticiper ce qu'on va ressentir dans cet enfant. Écoutez, moi j'écoute des mères maternité. porteuses depuis une quinzaine d'années, parce que je veux bien parler philo, ça m'intéresse, mais moi je voudrais parler de ce que je connais, qui est tout de même la réalité de la clinique des mères porteuses. Eh bien, ces mères porteuses, elles ont en général des liens d'amitié avec la mère qui attend. Je cite dans une recherche que j'ai faite aux États-Unis une mère porteuse qui, dès qu'elle est enceinte, dit met un petit mot sous la porte du paillasson de la mère porteuse, de la mère d'intention, en disant "We are pregnant", nous sommes enceintes. Et c'est ça qui est tout à fait étonnant dans la clinique des mères porteuses, si on veut bien l'entendre. Quel gigantesque mensonge. Mais non, c'est pas un mensonge. Mais ça, c'est des clichés, Guillemot. Mais madame, je ne peux pas vous laisser dire. Moi, je ne peux pas vous laisser. Mais vous n'allez tout. Pardonnez-moi. Je ne sais pas si vous avez vu un Attendez, vous parlez tous en même documentaire. temps. là. Est-ce que Allez-y. vous avez vu un documentaire qui s'appelle Google Baby sur une usine à bébés en Inde? Il y en a 50. Oui, enfin, il y en a plein, mais bref. Et donc tout ce documentaire ne nous montre que des femmes qui nous disent, au moment où je vais donner mon enfant, je vais essayer de pas pleurer, je vais dire que c'est le plus beau moment de ma vie. Pourquoi parle-t-on de l'Inde? Nous parlons non, mais on parle de l'Inde des parce pays qu'en l'occurrence, où on des pourrait personnes légiférer. Émilie, il faut porter leur enfant en Inde, viennent du Dans la loi Bahreïn, anglaise, la de mère France, des porteuse États-Unis. a le droit de garder l'enfant. C'est elle qui se prononce dans et la elle loi a grecque 15 aussi, jours pour dans la loi décider. grecque Mais bien sûr, Donc, sauf que quand on le fait en Inde et qu'on le fait pour de l'argent, on n'a pas vraiment le Mais choix. pourquoi parler d'Inde alors Oui, que nous la parlons question d'un c'est pays justement, puisqu'elle voudrait que ce soit ici, en France, mais encadré, évidemment, et à ce moment-là... Parce que même quand c'est Mais on encadré, n'encadre ce pas à quoi un on s'engage, esclavage, Frédéric. Ah, je ne sais pas, moi, Quand vous avez un asservissement intrinsèque, quand vous voulez séparer la grossesse de la personne qui le vit et que c'est une aliénation fondamentale. Et qu'est-ce que vous faites de l'adoption là? On n'encadre pas l'esclavage, on l'abolit. Et la position de Manuel Valls aujourd'hui, ça a été de dire on va avoir une position vers l'international pour faire régresser. C'est pas le Vatican. On va faire régresser. Mais je n'ai rien à voir avec le Vatican. Enfin bon, vous avez écrit des livres sur les pères de l'Église, je les ai lus. Oui, c'était assez critique, vous n'avez pas dû les lire. Si. Non, mais madame, comment pouvez-vous dire une seconde qu'on rend un enfant? Est-ce que vous croyez qu'un petit embryon avec quelques cellules, c'est un enfant? Écoutez, mais comment? alors, Je finis. Il y a plusieurs types de grossesse. Cet embryon ne deviendra jamais un enfant s'il n'est pas porté pendant 9 mois. Et la génétique ne fait pas l'enfant, vous le savez très bien. Alors, l'épigénétique, je termine, mais c'est très important, on ne comprend pas ces choses-là. On ne les comprend pas. L'enfant, il n'est pas un enfant, un embryon n'est pas un enfant. S'il ne traverse pas ces 9 mois avec des échanges épigénétiques qui transfèrent, oui, mais je connais les, bien sûr, je connais l'épigénétique. Ne dites pas qu'on rend l'enfant. Alors, pourquoi est-ce que ça n'est pas un esclavage? Je vous parle d'un cas. Parce qu'on peut peut-être parler d'un cas plutôt que de philo. C'est le système. Un cas, c'est pas scientifique. Pas le cas. Non. Je pourrais en parler de 20 cas. C'est la structure qui compte, c'est le système. Une femme qui a accouché dans une grande clinique parisienne, elle avait déjà un enfant, et elle a eu le malheur d'avoir une hystérectomie. Elle a perdu son utérus, elle avait 28 ans, et elle voulait avoir un deuxième enfant. Elle est allée aux États-Unis, elle a trouvé par ses propres moyens une mère porteuse, qui était une mormon d'ailleurs, une femme qui avait... Et elle a eu des jumeaux qui sont les frères et sœurs de son enfant. Et quand elle allait dans les congrès de gynécologie chez Friedman, où je l'ai fait inviter, elle montrait les photos de ses enfants. L'aîné
et les jumeaux, qui sont des vrais frères et sœurs, parce qu'ils ont les mêmes gamètes. Oui, puisqu'elle a été portée par une mère porteuse, mais qui ne lui a pas donné Dans ça. l'un cas, elle les a portés elle-même, et dans l'autre, c'est la mère porteuse qui les a portés. Mais qui ne leur a pas transmis de gènes, c'est ce que vous Elle voulez leur a dire. transmis les facteurs épigénétiques, donc Voilà. c'est important, c'est un plus. Erwan Binet. Ce qui est consternant dans ce débat, c'est qu'on n'a pas parlé des enfants qui sont nés, Oui. qui sont en territoire. Vous l'avez parlé On n'a pas eu avec le des temps mots d'en que parler. je ne partage pas. Et moi, la décision de la CEDH, la Cour européenne des droits de l'homme, me va complètement. Elle est parfaite. Elle sépare la législation de la France en matière de GPA. Elle dit la France a le droit de condamner et d'interdire la GPA sur son sol. Et la majorité aujourd'hui, Manuel Valls l'a confirmé, ne souhaite pas ouvrir ce débat. Très bien. Et elle le différencie la situation des enfants aujourd'hui. Mais personne n'en parle. Aujourd'hui, c'est le problème qui se pose. Quel débat Ne se pas, pour ouvrir la gestation pour autrui et la légaliser dans notre pays. Ce débat Tant n'est mieux, pas c'est ouvert. un- c'est Ce un débat n'est acquis. pas ouvert. Il n'y a pas de C'est majorité à l'Assemblée. Mais ça fait 25 ans, ça fait Et il y a presque pas- 30 et il y a ans qu'il pas- est On ouvert en et discute, qu'il est- on en discute, Non, il y a mais 30 ans, aujourd'hui, c'était avant la politiquement, FIV. C'était avant la politiquement, FIV. il n'est pas ouvert. Et il n'y aura pas, Mais il a- jusqu'en 2017 au moins, Mais parce que monsieur, c'est ça fait l'engagement qu'on peut 25 ans avoir. qu'il est ouvert et que les Je vous dis réponses que ont été politiquement, apportées. il n'y a Non, pas il n'est ouvert d'ouverture depuis politique possible aujourd'hui pour une légalisation de la gestation pour autrui. Heureusement, il y a Au l'ouverture point- à une action à si je l'étranger peux pour finir, faire régresser. au Oui. point sur le principe de l'indisponibilité du corps, qui est un principe très fort que je partage. Et moi, je suis d'accord avec la condamnation qu'on a aujourd'hui, avec notre droit positif actuel qui condamne et qui refuse en tout cas la légalisation de la GPA. Néanmoins, les enfants sont là. Et contrairement à ce que vous dites, ils n'ont pas la vie facile. Oui, ils peuvent avoir une nationalité étrangère. Les jumelles des époux médecins ont 14 ans. Elles sont américaines. La situation au regard du séjour en France, c'est qu'elles sont dans l'illégalité, clairement. Combien de temps avant le Non, rester l'état civil n'est pas contesté. Ils ne sont L'état pas dans civil est l'illégalité. probant, elles sont américaines. Il faut, quand on est Vous américain répondrez et qu'on après. vit en France, des papiers pour avoir l'autorisation de vivre en France. Aujourd'hui, on leur refuse la nationalité française alors que le lien biologique... Non, Madame Taubira a Madame- expliqué qu'elle a... Non, je vous répondrai non. sur la nationalité. Je vous dis. Je vous réponds. Et il faut que je continue. Voilà. La nationalité française leur est refusée, malgré d'ailleurs la circulaire Taubira, qui est diversement appliquée et qui a été, par la Manif pour tous, entre autres, fait l'objet d'un recours au Conseil d'État. La circulaire Taubira disait il n'y a pas contestation entre le lien de filiation avec le père biologique, et les enfants américains nés d'une mère porteuse. Le lien biologique est vraiment établi, y compris dans l'acte Non, il y a pas- étranger. au droit Mais français, on il n'y a lui pas de lien refuse la biologique nationalité quand il y a française. une mère On porteuse. refuse même l'application du droit français. Aujourd'hui, ces enfants, on va les tenir responsables dans leur mode de conception. Et ça, dans ce que vous avez dit, sur ce que vous reprochez, sur l'arrêt de la CEDH, me choque beaucoup. Vous dites l'arrêt de la CEDH me choque parce qu'il n'a pas tenu compte du mode de conception de l'enfant. Mais heureusement que pour l'attribution des droits aux uns et aux autres, on ne tient plus Oui, bien compte sûr, depuis pour des années après, du mode de non, conception. Est-ce non, que mais je c'est connais, avant madame, qu'il votre faudrait- mode de conception? Mais c'est- Est-ce que vous connaissez, madame, mon mode de Non, conception? mais c'est pas Est-ce qu'on va ça, juger c'est pas ad ça que vitam je voulais aeternam dire. les droits que vous aurez, les droits dont je peux bénéficier en fonction de mon mode de conception? C'est très grave ce que vous Je avez vous dit. réponds sur la CEDH parce que... La vous CEDH, avez je le dit- rappelle, c'est la Cour Cour européenne des droits de européenne l'homme. des droits de l'homme. Très vite, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. Si, parce que la question, c'est effectivement les droits des enfants. Les enfants, qui ce qui vivent intéresse les en gens, France. c'est de comprendre ce que c'est que les mères porteuses. Oui, mais je crois que ça, ils ont pas mal, ils ont pas mal compris. On parle des enfants qui sont nés. Voilà. Les enfants sur de notre sol. Non, non, moi, Ces je voudrais dire enfants autre chose sur ce que c'est que les ces enfants qui sont nés sur notre sol, la France a les moyens de répondre pour satisfaire à leur situation, à leur Personne bien-être. n'est capable Elle l'a de déjà donner fait. la Alors solution d'abord, aujourd'hui. vous avez sûrement vu que la CEDH a reconnu que les enfants n'avaient aucun problème de vie familiale normale. Elle l'a Ceux-là. reconnu. Et d'autres peuvent en avoir. Tous ceux qui sont nés en quelque D'autre part, on l'a dit tout à l'heure, ils ont un état civil. Troisièmement, la Étranger. France a répondu, mais oui, mais c'est normal que ce soit un état civil étranger. Ils ne peuvent Ils pas. ont un père français. Parfois, ils ont un père et une mère Alors, française. passons à la nationalité. Qu'a dit Madame Taubira? Et je l'ai compris d'ailleurs avec un certain retard. Elle a dit l'état civil établi à l'étranger indique qu'il y a 2 parents français. À partir de là, ces enfants auront, c'est le sens de sa circulaire, circulaire. la possibilité d'avoir un état civil français. Et c'est important pour renforcer, d'une certaine manière, la sécurité, l'identité de ces enfants s'ils veulent être français. Donc, il ne reste pas, en fait, de difficultés réelles pour ces enfants, mais il est bien entendu, encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, si vous voulez légaliser, inscrire à l'état civil des enfants nés à l'étranger, aussitôt vous êtes obligé de reconnaître la même chose en France. Et puisqu'on parle du cas de la famille Ménesson,
On pourrait peut-être préciser aussi que ces gens qui sont emblématiques, comme on dit, sont aussi assez représentatifs d'une certaine propagande mensongère. Je le disais tout à l'heure, dire que les enfants n'ont pas de papier, ça n'est pas juste. Et j'entendais il y a 2 jours sur RTL Madame Menson qui répondait à Yves Calvi. Yves Calvi lui demande, mais vous demandez juste la transcription ou vous êtes pour la légalisation des mères porteuses? Elle répond, ah non, juste pour la transcription, pas pour la légalisation des mères porteuses. Ce qui est un mensonge manifeste, puisque M. Ménesson est le coprésident de l'association Clara, qui est un comité de soutien pour la légalisation de la GPA. Mais si, attendez, je finis. Pour la GPA en France, non, c'est pas. Moi, j'aimerais bien commencer. Ce que je veux dire, c'est que ses parents sont aussi des gens qui militent activement. Attendez, je les ai rencontrés. Absolument, moi aussi. Moi, je les au connais sein de très bien, l'association depuis 20 ans. Clara Je connais très pour bien la légalisation des mères porteuses, sachant très bien que la transcription conduira à ça, et que cette association Clara, on parlait tout à l'heure, je parlais du marché californien, cette association Clara, elle a par ailleurs été sponsorisée, financée par une agence de mères porteuses de San Diego qui s'appelle je l'ai vu sur le site de cette association. Vous allez trop sur le site, vous par une, attendez, c'est pas le sujet. Par une agence de mères porteuses de San Diego en Californie qui a financé cette association. C'est logique. Il y a un lien direct entre les agences. Je termine simplement ce point. J'arrête. Il y a un lien financier entre les agences américaines qui militent pour trouver une clientèle de parents d'intention, comme vous dites, en France, les associations qui militent, comme celle de M. Ménesson, pour la légalisation des mères porteuses, et toute cette pour transcrire les enfants à l'état civil. Tout cela se tient parfaitement et j'aimerais bien qu'on comprenne ces liens. Je voudrais juste dire quelque chose. Très vite. Très vite. Quand j'ai écouté avec M. Valls avec beaucoup d'intérêt, parce que je me suis dit au fond, plutôt que de s'envoyer des arguments à la figure, il faut essayer de comprendre pourquoi il y a un tel malaise. Et moi je l'entends, ce malaise, et ce malaise, il nous vient de l'adage du droit romain, la mère est celle qui accouche. Voilà. Donc nous sommes tous là-dessus. Demandez à un enfant dans la rue c'est quoi une mère, il vous dira c'est la femme qui a un gros ventre et qui accouche. Donc voilà, tout le monde pense ça et la mère porteuse questionne ça puisqu'il y a deux mères, comme je le disais. Il y a la mère qui accouche et puis il y a celle qui donne ses gamètes et qui sera la mère pour toute la vie. Claude Évib, et après on changera de sujet. Je ne vois pas les choses comme ça. Je vois que Manuel Valls a formulé avec la force qui est la sienne la position politique du gouvernement, c'est-à-dire, dans l'état de division où est le pays sur la question, on a pris cette motion, on autorise le mariage et on ne touche pas à la GPA et à la PMA. Donc il a vocalisé très bien, très fortement ce point. C'est quand même une difficulté de voir que la loi nous échappe et que le jeu des droits individuels associé à la mondialisation commerciale dont vous parlez, associé à toutes les instances de droit supranational, européen par exemple, fait que on a le sentiment que la France ne peut pas faire ses lois. Et ça, je crois que c'est politiquement très grave, que on sait très bien que le Front National est là, et on sait très bien que le sentiment de charbonnier n'est pas maître chez soi est un sentiment très préjudiciable. Donc il y a un problème politique, il est sérieux, je comprends pourquoi Manuel Valls fait ces mouvements et pourquoi ces revendications individuelles, même si je peux être en accord et en écho sur la question de la fertilité, etc., sont risquées, sont préjudiciables en ce moment. Quelqu'un voulait ajouter quelque chose sur ce sujet et on en change tout de suite après. Oui, je suis un peu frappé par le fait que des sujets qui sont aussi délicats, que le sort des enfants, qu'on devrait aborder avec une certaine délicatesse, avec une connaissance approfondie du sujet, mais aussi avec beaucoup d'empathie, que parfois ils fassent l'objet d'un rejet tellement dogmatique, tellement violent, comme si le sentiment tout à fait naturel qu'on a de vouloir faire la meilleure vie pour les enfants. Je n'ai pas d'empathie, je n'aime pas les enfants. Et aussi pour les mères porteuses. Pour les mères porteuses moi non plus, j'en ai juste eu 3. J'ai aussi un petit peu d'empathie pour toutes les femmes du monde à qui on inflige ça ou qui consentent, comme vous dites, qui consentent à faire ça. Encadrer.
Erwan Binet, dernier mot. Ce qui est terrible, c'est qu'aujourd'hui, le système tel qu'il existe, c'est qu'on a des parents qui recourent à la GPA à l'étranger, mais qui n'ont pas de sanctions. Certains voudraient les sanctionner, les mettre en prison. Je ne crois pas que ça changerait grand-chose. Oui, des agences qui sont placées à l'étranger et qui ne sont pas à disposition du droit français, on ne peut pas grand-chose. Et les enfants, les seuls qui n'ont consenti à rien, entre la mère porteuse, l'agence, les parents, c'est l'enfant. Or, aujourd'hui, toute la peine, toute la punition et tout le poids de la fraude en droit retombe sur eux. Mais pas du tout. Manuel Valls a dit que tout Manuel Valls a dit que nous allons régler ce problème. Il a raison. Mais il est déjà pas largement fermé réglé le débat en partie. là-dessus. Il a dit que la reconnaissance et la transcription ne se ferait pas de manière automatique. Mais je pense qu'il faut... Aujourd'hui, l'état du droit, Mme Gansky, c'est que c'est l'enfant qui pèse, sur lequel pèse la fraude. Non, mais ça, c'est une... Non, on ne recommence pas, on ne recommence pas. Merci Geneviève Delézy de Parseval. Je voudrais qu'on s'intéresse aussi à un débat qui a lieu à l'étranger. C'est le débat sur la dépénalisation de l'inceste qui a lieu actuellement en Allemagne. Et oui, ça aussi, c'est la famille et ça aussi, c'est l'actualité. It's one of the most taboo subjects in the world, illegal in most countries, frowned on in almost every society. Le Conseil d'éthique allemand voudrait dépénaliser l'inceste entre frères et sœurs majeurs et consentants. Au Canada, là c'est carrément un acte criminel passible de 14 ans de prison. Love is not a crime. That's what Germany's National Ethics Council thinks, as it's pushing for an end to the criminalization of incest. On va vraiment pouvoir coucher entre frères et sœurs de manière légale en Allemagne. C'est la question qui fâche en tout cas en Allemagne. Tout commence avec une histoire d'amour peu commune, celle de Suzanne et Patrick, parents de 4 enfants. Ces 10 dernières années, ils ont fait l'objet de plusieurs condamnations, car le couple est incestueux. Frères et sœurs, ils se sont rencontrés à l'âge adulte. 2 de leurs enfants sont handicapés. D'un point de vue juridique, nous estimons que cette interdiction de l'inceste en Allemagne affecte et détruit le droit à l'autodétermination sexuelle de ces couples. This has nothing to do with morality. It's about protecting people. 50% of children born out of incest suffer some form of mental illness. I consider this a sin against children. In Germany, they want to destroy the traditional family unit. Here they are talking about siblings being in a relationship. But what comes next? Parents with their own children? Erwan Binet, est-ce qu'il faudrait pas dire d'abord, parce que c'est vrai que ça a causé énormément de débats en Allemagne, en France, c'est déjà comme ça. Non, vous pouvez pas dire ça. Je regrette. L'inceste entre personnes majeures et consentantes a été décriminalisé en France en 1791. Elle a figuré dans le code pénal et le Conseil constitutionnel l'a retiré à travers une décision de 2011 parce que le législateur, lorsqu'il attribue une peine, ou quand il définit une peine, doit être très précis dans la définition de cette peine et en l'occurrence, le mot famille était trop large pour le Conseil constitutionnel et l'a supprimé du code pénal. Dès lors, effectivement, depuis 2011, nous n'avons plus de condamnation de l'acte d'inceste dans notre code pénal. En revanche, lorsque l'acte sexuel est effectué avec un mineur ou lorsque il y a un acte non consenti, le caractère incestueux est aggravant. Par ailleurs, l'interdiction de l'inceste figure dans notre code civil à travers l'interdiction du mariage et l'impossibilité d'avoir un lien de filiation avec... Ce que les Allemands, là en l'occurrence le Conseil d'éthique, qui n'a qu'une valeur juste de... Je pense qu'il ne faut pas donner trop d'importance. Le Conseil d'éthique, c'est une vingtaine de personnes, si je crois, qui d'ailleurs a un avis que consultatif. Le législateur allemand ne sera pas du tout obligé de suivre ça, et je pense qu'il ne le fera pas. D'accord. Mais je ne comprends pas. En France, un frère et une sœur de 30 ans, comme c'est le cas là, en l'occurrence, qui coucheraient ensemble, ils n'ont pas le droit de se marier. S'ils sont consentants, s'ils sont consentants, la loi ne peut pas les empêcher d'avoir des relations sexuelles. Y compris en France, donc vous reconnaissez que ça n'est pas pénalisé en France et depuis longtemps. Mais ça n'est pas pour autant autorisé. Je pense que le tabou de l'inceste est quand même suffisamment fort dans notre société pour que... La décision allemande, j'ai rien de spécial à dire là-dessus, mais ça pose une question sur l'anonymat des donneurs de gamètes. Oui. Et actuellement, il y a 2 jeunes gens qui viennent de se marier, qui se sont rencontrés